Il peint, vous voyez. Alors il peint, qu'est-ce qu'on va dire, d'après Van Gogh, peut-être le plus, c'est de dire qu'il peint avec Van Gogh, pénétrant à la fois sa vision du monde et sa technique. Donc, Van Gogh, il appelle Vincent, je ne sais pas s'il le dira dans sa conférence, et c'est ainsi qu'il signe les tableaux qu'il fait. J'ai apporté un petit livre très intéressant ici, qui dit bien, me semble-t-il, qui résume assez bien la manière attractive de M. Ligéros. Ça s'appelle Le monde de Vincent, et il y a à la fois des reproductions des œuvres de M. Ligéros qui sont toutes intitulées Le paysage de Vincent. Vous voyez, il y a toujours de Vincent, évidemment, dans le titre, qui rappelle l'origine. Et sur la page en face, vous avez un poème que lui inspire aussi cette œuvre. Vous voyez comment les deux peuvent se trouver absolument liés. Vous voyez Van Gogh, Nikos Ligéros s'appelle Vincent, devient son modèle, son maître, son double, son frère en humanité, en peinture. Bon, je ne sais pas si j'ose dire en souffrance, peut-être, ça j'en sais rien. Mais bon, il y a véritablement un écho de ses mains à travers un parcours de ces deux livres. Et puis bon, peut-être d'autres écrits que je ne connais pas de M. Ligéros. Voilà, je vais vous laisser la place. On va laisser la place à Nikos et à Vincent. C'est toujours difficile de remercier les amis, parce que les amis le savent qu'on les remercie, et les autres ne savent pas que ce sont des amis, donc je demande pourquoi on les remercie. Donc là, je vais commencer par une critique, ça on commencera bien, on comprendra un peu le style de ma pensée. Ce n'est pas une familiarité de ma part d'appeler Vincent. C'est en fait la lecture. Je vous recommande vivement, donc on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, la correspondance de Vincent. Donc 3 tomes, une très bonne correspondance, très peu retouchée, heureusement. Des fois, vous savez, on retouche tout en France. On retouche un peu Dostoïevski, on retouche, enfin, on fait écrire un peu plus comme Balzac, parce qu'on préfère Balzac. On retouche Casanova, parce qu'on préfère Don Juan. Et on retouche un peu Vincent, parce que c'est vrai qu'il a une orthographe très libre et une syntaxe très hollandaise, je dirais. Et malgré tout, on voit qu'il y a une très grande qualité. Alors, pour parler encore de ce prénom, pour démarrer comme ça, c'est de dire que Vincent Van Gogh écrit dans sa correspondance, il précise ça au niveau de son frère, il considère qu'il n'est pas un Van Gogh, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de supporter le poids du nom Van Gogh, il est capable de supporter que son propre poids, savoir son prénom, et c'est pour ça que toutes les œuvres de Vincent Van Gogh ne sont signées que Vincent. Il n'y a jamais de signature Van Gogh, je vous le dis, au cas où vous achèteriez un Van Gogh d'origine. Alors, pour aller dans le sens de la conférence, maintenant j'ai un énorme prétexte, mais je pense que ce serait peut-être une invitation pour vous. Le musée d'Amsterdam, en ce moment, fait une très grande exposition, tenez-y bien, pas du tout des œuvres picturales de Vincent Van Gogh, mais de sa correspondance. Alors, on a une tendance à simplifier notre point de vue par rapport à Vincent, c'est-à-dire qu'on considère que il est caractérisé par 2 termes, hein, vous vous rappelez, donc peintre et malade. Donc on va essayer de remettre en cause les 2 caractéristiques fondamentales, c'est-à-dire que si on vous disait de dire uniquement 2 mots sur Vincent Van Gogh, il serait fort à parier que vous auriez sans doute utilisé l'un des 2, et peut-être même les 2.
Donc vous comprenez bien que quand on commence par faire une conférence en disant que le but de la conférence, c'est de montrer que justement, il n'est ni l'un ni l'autre, on prend un peu le contre-pied dans le cadre, disons, humain. Alors pourquoi Vincent n'est pas un peintre? Ben, tout simplement parce qu'il le dit lui-même. Donc il suffit de le lire. Vincent considère qu'il n'est pas peintre. Et les spécialistes de Vincent Van Gogh considèrent qu'il est plutôt dessinateur. Alors on va essayer de le voir à travers son œuvre, mais tout simplement de le voir à travers ses écrits. Ça nous aidera aussi à considérer notre point de vue par rapport à l'accusation, disons, de maladie mentale. Je vais tout de suite mettre au point cette vision en disant que, avec les nouvelles recherches dans le domaine des neurosciences, puisque Daniel l'a dit habilement et sournoisement, je m'intéresse à diverses choses, dans le domaine des neurosciences, en fait, on a tendance maintenant à considérer que Vincent Van Gogh était plutôt un patient de ce qu'on appelle le syndrome de Asperger. Donc le syndrome de Asperger correspond en fait à un surdouement associé à une forme d'autisme. Donc cette combinaison-là, à l'époque, est tout simplement interprétée comme on l'interprète encore au niveau de la société actuelle, mais rappelez-vous bien qu'à cette époque-là, l'épilepsie aussi était interprétée de la même manière. Donc, c'est certainement pas seulement ça, c'est sûr que Michel Foucault n'était pas encore venu pour mettre au point certaines visions sur ce qu'on appelle la folie et sur sa caractérisation par la société. C'est venu par la suite, donc on essaiera d'intégrer ce cadre-là. On peut le voir aussi à travers ses écrits, donc tout de suite dire, parce qu'on a parlé de surdouement, que Vincent Van Gogh n'est pas quelqu'un qui a du talent. Alors vous allez me dire, mais c'est négatif d'en parler comme ça. Au contraire, c'est parce que justement c'était un surdoué. Un surdoué n'est pas quelqu'un qui a du talent, parce que le talent n'est que dans un sens, il est unidimensionnel, le surdouement est global. Donc en fait Vincent s'est mis à la peinture parce que la société lui a refusé tout autre moyen d'expression. Alors au niveau de sa vie, je parle bien sûr à un auditoire français, donc je considère que tout le monde connaît Vincent, donc je vais plutôt m'axer sur les choses qui vous ont peut-être échappé, auxquelles vous n'avez pas vraiment donné d'importance. Il ne faut pas oublier que Vincent Van Gogh n'a jamais voulu devenir peintre. Jamais. Même quand il est devenu par la force des choses. Il s'est toujours intéressé au croquis, pas vraiment à la peinture, il s'est intéressé en fait à l'expression de la peinture à travers le travail qu'il faisait au niveau de son père, la vente au niveau des papeteries, mais aussi du travail de livres d'art. Il s'est intéressé peu à peu à la peinture, il s'y est mis de manière très timide, mais ce qui est important pour nous, c'est que les 10 dernières années de sa vie, il s'est mis de façon très intense, puisqu'il nous a laissé 890 œuvres. Donc il faut bien vous imaginer, parce que bon, ça Daniel aussi l'a dit, donc on va parler un peu des maths aussi, 890 œuvres sur les 10 dernières années de sa vie, ça fait 89 œuvres dans une année composée de 52 semaines. C'est plus impressionnant comme ça quand même. Hein. Donc il faut, les mathématiques, d'ailleurs je reconnais des gens dans la salle, les mathématiques nous aident des fois à voir certains points très élémentaires, soi-disant, et finalement, avec ces points élémentaires, on se rend compte à peu près mieux, disons, de la masse de l'œuvre. Il faut bien se rendre compte que si je vous dis ça, et si je vous dis en même temps que Vincent est pauvre, il ne faut pas s'étonner que les 3/4 de la correspondance concernent des problèmes financiers sur l'achat des toiles et des couleurs. Alors, c'est dû au fait que Vincent va avoir une correspondance avec son frère Théo, donc il va toujours appeler Théo, et Théo va toujours l'appeler Vincent, donc on va passer dans ce cadre-là. La quasi-totalité de la correspondance est entre les deux frères. Il faut bien se rendre compte à quel point au niveau des spécialistes cette correspondance est importante. C'est qu'à un moment de leur vie, ils étaient tous les deux à Paris,
Et pendant cette période où il était tout à Paris, aucun spécialiste de Vincent Van Gogh ne sait ce qu'il faisait vraiment. Parce qu'évidemment, il ne se l'écrivait plus, puisqu'il le vivait au quotidien. Parce qu'il faut voir que dans sa correspondance, et c'est un peu le but et la thématique de la conférence, on a des indications sur la façon de peindre, sur ce qu'il a peint, sur le choix des sujets, sur les techniques. Vous verrez qu'on a souvent des impressions fausses, de type cette peinture a été faite au couteau, alors qu'on sait exactement que ça a été fait au pinceau rond en plus. Des fois, on connaît même la taille du pinceau. On connaît la palette de Vincent. Dans sa correspondance, Vincent dessine sa palette et donne le choix de ses couleurs. Donc, par exemple, quand vous voulez refaire du Vincent, entre guillemets, vous êtes obligé d'utiliser du blanc d'argent et pas du blanc de zinc ou du blanc de titane. Vous allez dire, ce genre de détail n'est pas très important quand vous n'êtes pas très familier avec les techniques de la peinture, mais en réalité, le blanc d'argent, le blanc de titane et le blanc de zinc ont une texture différente qui est très importante quand vous avez une énorme masse chromatique comme on l'observe chez Vincent Van Gogh. Au niveau de son cursus pictural, Vincent apprend, et il le dit sans cesse, jusqu'à la fin de sa vie. Il faut bien vous rendre compte que parmi les gens qui dessinent, je ne dis pas les peintres, mais je dis bien les gens qui dessinent, on a une tendance à recopier les précédents pour analyser la façon de faire. Il faut bien vous rendre compte que même dans la dernière année de sa vie, Vincent Van Gogh va, entre guillemets, copier Millet, Delacroix, Michel-Ange. C'est une façon à lui, c'est toujours indiqué, hein, c'est jamais une copie, entre guillemets, négative. C'est toujours indiqué son modèle, et c'est une façon à lui de montrer son estime et surtout son admiration. C'est important pour des peintres qu'on connaît un peu moins comme Bernard. On sait que les choix des tableaux de Vincent sont toujours ceux qu'il va dessiner, il considère que c'est ceux-là qui valent l'appel, qui valent quelque chose. Donc c'est important parce qu'on a finalement son choix pictural qui nous permet de voir aussi son opinion par rapport au peintre d'avant. Alors, commençons par les éléments de base. Il a des difficultés au départ à manier habilement le pinceau. C'est une difficulté intrinsèque, il l'a décrit. Il a une difficulté aussi au niveau de la perspective. Il va avoir beaucoup de mal à se mettre dans le cadre de la perspective. Une perspective, maintenant, ça nous paraît complètement trivial. Il faut bien vous rendre compte que jusqu'à la peinture byzantine, donc jusqu'à certaines personnes qui sont familières avec la culture grecque, il n'y a pas de perspective. La perspective est un élément qui vient de la Renaissance. Il est absorbé difficilement. Léonard de Vinci a beaucoup fait pour cette absorption en utilisant des techniques et des systèmes projectifs. Alors que chez Vincent, c'est une difficulté. Vincent, je dirais qu'il dessine tordu. Là, vous allez me dire, c'est négatif. Hein? En France, le mot tordu, il ne dessine pas des courbes. Vous voyez, il n'est pas un fervent de la courbure. Il est un fervent de ce qui est tordu. Mais si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que dans la nature, en particulier les arbres et les fleurs, ne sont pas vraiment courbés, mais sont bien tordus. Ce qui est naturel chez Vincent, c'est de dessiner ce qu'il observe. Donc en fait, on trouve très peu de lignes. Alors ce qui est assez perturbant pour des gens qui ont une vision classique de la peinture, c'est que même quand il va dessiner des éléments architecturaux qui sont très linéaires, par définition, par exemple comme une église, vous aurez l'impression que cette église est totalement tordue. Mais ce qui est important, c'est que cette torsion, pour être plus précis, conserve néanmoins la structure. Donc ça c'est vraiment, je dirais qu'il arrive, si vous voulez, pour parler de façon un peu plus formelle, à conserver les singularités de la structure pour avoir ce que nous on pourrait appeler des fois une variété, c'est-à-dire de conserver la même idée, malgré cette torsion. Alors, l'important chez Vincent,
c'est de considérer qu'il va tracer un cheminement. Il va être influencé par des très grands maîtres, on connaît, par exemple Delacroix. Alors Delacroix va l'influencer sur 2 points. La couleur. La couleur chez Delacroix, c'est très très important. Et il va l'influencer sans vraiment s'en rendre compte au départ. Vincent va finir par le dire dans sa correspondance, c'est que Delacroix va chercher de la couleur ailleurs. Vincent, en tant que Hollandais, va venir chercher de la couleur en France, dans le sud de la France, sous l'influence de Gauguin, lequel va aller beaucoup plus loin, en tropique. N'oubliez pas que Delacroix va aller en Algérie, parce qu'il va considérer que c'est là-bas qu'il y a de la couleur. Donc, c'est assez surprenant si vous réfléchissez bien, parce que normalement, si vous avez des éléments de physique, vous savez que quand une couleur est trop illuminée, eh bien, elle a tendance à s'atténuer, donc on ne la voit plus très bien. Donc ceux qui font de la photographie savent bien ce genre de problème. Alors c'est assez surprenant parce que ce n'est pas vraiment le point de vue d'un photographe. Par exemple, un photographe aime beaucoup l'Angleterre pour photographier des choses parce qu'il a tout de suite ce cadre, ce voile. Et tenez-vous bien, ce voile est très important. Déjà chez Léonard prenait des cours entières où il installait un voile pour avoir toujours une lumière un peu tamisée, diffuse, pour dessiner. Alors, quand vous allez avoir quelqu'un comme Delacroix qui va vous dire « Moi, je veux aller en Algérie, sur place, pour avoir de la vraie couleur », il y a vraiment un renforcement des choses au niveau du coloris, et vous allez voir que c'est souvent des couleurs très intenses, très intenses, où on a un sentiment de profondeur. Parce que la couleur, finalement, c'est la profondeur d'un espace à 2 dimensions que représente la peinture. Vincent va admirer non seulement donc la couleur chez Delacroix, mais aussi la vitesse d'exécution. Alors ça, c'est quelque chose qui le fascine. Lui, il est très lent. Vous vous rappelez, hein, je vous avais dit 890 œuvres pour 10 ans. Donc lui, il dit, je suis très lent. Donc il faut bien vous rendre compte. Donc il dit, je ne suis pas peintre, je suis très lent, j'ai des problèmes de perspective, je ne sais pas bien manier le pinceau. Il le dit, et il l'écrit. À qui? À son frère. La rapidité d'exécution chez Delacroix est visible par ce carnet. Donc Vincent a aussi l'utilisation du carnet qui est très importante avec les esquisses. Il va travailler d'abord l'esquisse, ensuite le coloris va être indiqué des fois de façon manuscrite ou des fois soutenu par l'aquarelle. L'aquarelle n'est pas vraiment une fin en soi chez Vincent, c'est plutôt pour se souvenir rapidement, sans avoir les problèmes qu'on a avec l'huile, des couleurs. Donc il va aussi travailler le pastel pour les mêmes raisons, pastel à l'huile pour que ça soit plus sympathique par rapport au travail qu'il aura dans le travail de la peinture à l'huile. Assez peu d'acrylique. Pourtant, vous voyez, c'est assez surprenant parce que c'est quelqu'un qui aime la rapidité, alors que l'acrylique est rapide, et il va travailler sur l'huile qui justement est d'un maniement complexe et lent. Vous voyez, c'est un peu ces paradoxes-là. Donc il faut bien vous rendre compte qu'en réalité, il parle de quelqu'un de lent qui travaille sur la peinture à l'huile. Et là, je peux vous assurer que même les gens qui sont rapides, dès qu'on vous leur mettez de la peinture à l'huile, tout devient beaucoup plus difficile et plus lent. La peinture à l'huile, elle a une texture qui s'oppose un peu au pinceau, il y a une forme de bataille qui s'installe entre les deux. Et il y a un maniement assez complexe, surtout quand on met beaucoup de masse chromatique. Vincent considère qu'il faut sortir de cette surface. Il n'est plus du tout dans le cadre classique. Vous voyez, d'ailleurs, c'est très bien parce qu'ici on a des tableaux, oui, les tableaux du fond. Alors, si vous remarquez bien, le tableau qui est à votre gauche, c'est un tableau qui est très lisse. Si vous aviez le droit de passer la main, vous verriez que c'est vraiment une surface très lisse. Celui qui est totalement au fond, vous allez le remarquer peut-être quand vous le verrez à la fin de la conférence, quand je vous laisserai enfin tranquille, et vous allez voir qu'il y a du volume. Et ce volume-là, c'était très important chez Vincent, ça faisait une rupture. Il a été influencé dans ce cadre-là par un autre peintre français, Monticelli, qui est moins connu, sauf des gens du Sud, donc un Marseillais,
Alors, chez Monticelli, on a une grande masse chromatique, mais pas une diversité chromatique. C'est-à-dire qu'on a un traitement des marrons, des bruns, des choses très sombres, qui va être tout à fait compatible avec le point de vue de Vincent quand il était en Hollande. La seule rectification par rapport à ce point de vue, donc pensez bien à des tableaux plus anciens, hein, un Lunen ou alors les mangeurs de pommes de terre, vous voyez ces sombres-là, on va avoir un travail sur la couleur, mais toujours sombre. La différence avec Monticelli, c'est qu'après le traitement sombre, il va rajouter quoi? De la peinture pure, non mélangée. Donc vous voyez, des pigments du type cadmium, donc orange, jaune. Le jaune va être une fascination pour Vincent, il va le découvrir aussi à partir de Monticelli, il va l'écrire d'ailleurs, il va dire que Monticelli pour lui c'est vraiment un coloriste, donc du niveau de la croix, et c'est grâce à Monticelli qu'il va découvrir le jaune. Alors le jaune, essayez bien d'essayer de vous rappeler de certaines peintures de Vincent, finalement c'est peut-être ça qui vous reste le plus. C'est-à-dire que cet amoncellement de jaune, cette accumulation exagérée, mais en tout cas, toujours du jaune, du jaune, du jaune. Avec différents coloris. La matière aussi. Donc souvenez-vous des tournesols, d'abord le traitement du jaune, le traitement de la surface, mais en même temps une matière, c'est-à-dire que si vous pourriez les décrocher ces tournesols, qu'ils soient 12 ou 14, ça n'a pas d'importance, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont très vivants par rapport à vous, alors qu'il n'y a pas du tout cet aspect plat qu'on voit dans d'autres images. Il va essayer de le rencontrer, d'ailleurs ils vont se rencontrer. Monticelli ne va pas vraiment le comprendre, Vincent est très jeune à cette époque, il n'est pas encore développé, il admire, il fait encore des esquisses, il commence à faire de la peinture. Avec son frère, ils vont éditer un catalogue de gravures et de dessins de Monticelli. Mais la différence est trop grande. Pourquoi? Parce que Monticelli peint pour vivre dans le sens classique de la peinture. C'est-à-dire que c'est un professionnel de la peinture. Et Vincent est tout sauf un professionnel et encore moins de la peinture. Donc, pour comprendre un peu mieux le point de vue de Vincent, il faut voir qu'il est influencé par sa façon de voir les choses, disons son mode de fonctionnement opératoire, philosophique. C'est-à-dire que pour Vincent, le noyau de sa pensée, c'est l'homme. Donc, il va dessiner pour dessiner l'homme, alors que Monticelli dessine pour dessiner. C'est très différent. C'est pour ça que je le vois même dans les peintres actuels, on a beaucoup de peintres qui sont professionnels et qui dessinent pour dessiner. En général, ils dessinent sur commande. Rarement de même, parce qu'il faut qu'il y ait une finalisation. La finalisation, c'est quand même l'achat. Et cette finalisation, Vincent, il ne la comprend pas. Pour lui, c'est complètement différent. Donc on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur et voir comment on peut examiner son point de vue. Son point de vue, c'est un travail sur le temps, la mémoire, et plutôt sur le non-oubli. Il y a une très grande différence entre dire « je n'oublie pas » et « je m'en souviens ». Quelle est la différence? La différence, c'est que se souvenir, c'est quand même passif. Décider de ne pas oublier, c'est actif. C'est actif et négatif, mais c'est actif. Vincent, donc, va prendre des modèles, va prendre des personnes qu'il ne veut pas oublier. D'accord? C'est très différent. C'est-à-dire que ce n'est pas un peintre qui va dessiner des portraits d'hommes riches qui veulent dessiner en général leurs femmes, comme on le faisait à l'époque. Il va prendre en fait des ouvriers, des paysans, des roturiers, si vous voulez, version de base, qui n'ont pas du tout les moyens d'acheter leur peinture. Et d'ailleurs, ils ne vont pas l'acheter. Ils servent de modèle. Alors c'est intéressant de voir l'évolution du modèle et du traitement de Vincent Van Gogh par rapport à ça.
les premiers modèles qu'on a de Vincent, il le décrit très bien justement dans sa correspondance, c'est les modèles éloignés. Il a honte, il est timide. Donc c'est des gens qu'on voit des fois de dos, qu'on voit à peine, des passants. Et puis peu à peu, on va voir que Vincent va se rapprocher. Et il va se rapprocher jusqu'à atteindre le portrait. Alors ce qui est important dans le traitement du portrait, chez Vincent Van Gogh, c'est la laideur. La laideur. Alors donc, Gainsbourg n'avait pas encore dit sa fameuse phrase sur l'avantage de la laideur, sur la beauté, c'était le reste. Mais en tout cas, Vincent l'utilisait. Nous n'avons pas l'habitude de manier la laideur. Nous sommes souvent des sociétés de la beauté. Une beauté factice, souvent artificielle, mais en tout cas d'une beauté. Ce qui fait que quand nous avons des artistes qui dessinent la laideur, on a l'impression, comme l'aurait dit par exemple un régime nazi, qu'il s'agit d'une peinture dégénérée. Quand vous circulez dans le métro, vous voyez bien les gens. Tous ces gens que vous voyez, ils ne sont pas tous beaux. Hein? Bon. Si on les voit de façon plus normative, regardez leur nez, leurs oreilles, ne sont jamais bien placées. Tout le monde pense que ses oreilles sont bien placées. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour me l'entendre. Mais, puis d'un seul coup, vous découvrez, quand vous allez acheter des lunettes, qui sont parfaitement symétriques, puis quand vous les posez sur votre nez et vos oreilles, elles sont tordues. Comme l'oculiste est sympa avec vous, il vous explique qu'il va les rectifier. C'est quand même vraiment l'artifice social par excellence. Vous avez des lunettes qui sont parfaitement symétriques et on va vous les rectifier. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous les rectifier à votre laideur. Simplement, il ne peut pas vous le dire comme ça. Mais Vincent peut le dire. Parce que c'est normal, parce que si vous réfléchissez bien, la probabilité que vous ayez, parce que pour avoir des lunettes droites, il faut 3 points. Il faut 2 oreilles et un nez. La probabilité que vous ayez ce placement-là, et que ça définisse un plan qui soit vraiment dans l'axe de vos 2 yeux, ça doit être 1 sur, je ne vais pas dire le nombre pour ne pas vous vexer, parce qu'on est quand même assez peu dans la salle. Donc, pour vous rendre compte, en fait, que c'est normal, les hommes sont comme ça. Alors, pourquoi Vincent dessinerait autrement? En fait, Vincent est un continuateur de Léonard de Vinci, qui disait qu'il faut dessiner beaucoup de personnes, il faut dessiner des gens laids, il faut dessiner des gens qui sont même très laids. Pourquoi? Parce que l'artiste, il restera toujours amateur s'il ne dessine pas ces gens-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces portraits, ces modèles ressemblent tous à lui-même. Parce que si vous voulez faire quelques traits entre vous, comme ça, personnellement, vous voulez dessiner un portrait mais sans regarder personne. Vous allez voir que vous avez une tendance à dessiner vous-même. Vous faites des yeux qui vous ressemblent, vous faites un nez qui vous ressemble. Et puis quand vous le voyez, vous le trouvez pas mal. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous vous souvenez en fait de votre image dans le miroir. Parce qu'on aime bien tous notre visage. Il est quand même sympa. Et puis on n'en a pas d'autre. Alors le problème c'est que tant que c'est entre nous, c'est-à-dire entre vous et vous, devant un miroir, ça ne pose pas de problème. Quand vous commencez à dessiner des dizaines de modèles qui vous ressemblent tous, ça fait un peu clonage. Alors pour éviter ça, c'est très simple. Il faut dessiner les autres. Vincent dessine les autres et dessine des modèles qui peuvent vous sembler laids, mais ce qui est important, c'est que le traitement de la laideur chez Vincent est beau. Et pourquoi? Pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il cherche le vrai. À travers la recherche du vrai, Vincent arrive à la beauté. Alors que quand on cherche la vérité à travers la beauté, on arrive à une forme de rhétorique, dans le meilleur des cas, une hypocrisie, dans le moins bon des cas, et puis tout simplement une erreur dans la plupart des cas. Je parle du point de vue philosophique. Alors, ce qu'il faut voir chez Vincent, c'est d'abord le trait. Le trait est dominateur,
tout le temps. Donc vous pouvez le voir avec les études, avec les esquisses, les pastels, les encres de Chine, même les huiles. Le trait, c'est toujours un problème chez Vincent. Pourquoi? D'abord, ça va caractériser la nature. C'est-à-dire, sans le trait, pas de dessin. Pas de dessin, pas de peinture. C'est pas du tout le point de vue qu'ont certains peintres, qui eux sont peintres, alors que Vincent Van Gogh n'est pas, et qui disent que c'est pas important de faire des croquis, donc ils dessinent directement. En réalité, la plupart de ces peintres ne savent pas croquer, tout simplement, mais considèrent qu'avec la liberté qu'a pris la peinture, on peut quand même dire que ça c'est de la peinture. Vincent fait d'abord un croquis. Fait un croquis qui est voué à être oublié. Donc c'est un croquis au fusain. Plus chalut du monde des fois. Le croquis au fusain, c'est un peu le paradoxe. Pourquoi vous traitez le fusain? Parce que vous avez besoin de travailler sur du lin ou du coton. Surtout le lin quand il a un grain moyen. Le fusain, c'est l'équivalent en fait simplement du crayon, mais sur une grande dimension. Mais il est fait pour être effacé. Alors, le problème de Vincent, c'est qu'il n'aime pas effacer. Donc il va essayer de le respecter. Toute sa peinture respecte toujours le croquis. C'est pour ça que si vous voulez faire le traitement pictural d'une œuvre via Vincent, vous êtes obligé de le croquer d'abord et ensuite de conserver ses lignes de force. Alors c'est très intéressant parce qu'on le retrouve dans d'autres schémas. Ça vous construit une sorte de substrat sur lequel vous allez vous appuyer pour faire votre coloris. Vincent, des fois, avait des problèmes avec son pinceau et il le dit chez son frère, il le dit à son frère en disant que des fois il déborde et il n'arrive plus à retrouver son esquisse. Alors au fur et à mesure, il va faire une autre technique, c'est qu'il va dessiner d'abord au fusain et ensuite il va commencer à faire certains traits sur le fusain à l'huile pour que, de manière à ce qu'il puisse remplir ensuite l'huile les autres contours sans transgresser ces frontières qui ne sont pas du tout artificielles. Alors tenez-vous bien, non seulement il ne va pas les transgresser, mais en plus il va mettre de l'emphase, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a dessiné, Vincent, vous voyez là, c'est des extraits, je expliquerai un peu plus ce qu'on fait, on le verra ici aussi, avec ça, c'est ce qu'on appelle l'homme de Saint-Rémy. Il va redessiner les contours après avoir dessiné. C'est-à-dire qu'en fait, on va souvent avoir l'utilisation du noir d'ivoire sur les peintures, sur les effacements. Normalement, en fait, en peinture, comme vous voyez les peintures, disons, classiques de ce genre, vous avez un travail sur l'estompement. On estompe la couleur jusqu'à changer de couleur. Finalement, on ne sait plus bien à quel moment on a changé de couleur. C'est un peu le paradoxe du tétard avec la grenouille. On ne sait jamais quand c'est qu'un tétard devient une grenouille. Il n'y a pas un jour donné. Et on sait simplement qu'au départ, il y avait un tétard, et à la fin, il y a une grenouille. Là, c'est pareil. On a une couleur qui peut être du rouge, et puis petit à petit, elle devient bleue, jusqu'à devenir carrément bleue. Mais on est incapable de dire à quel endroit il y a eu la modification. Chez Vincent, ça n'existe pas, ça. Vincent, en fait, vous pourriez le caractériser aussi comme quelqu'un qui travaille comme les experts en vitro. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur du blond est d'un seul tenant. Donc très souvent, on va voir ça sur les personnes en particulier, nettement moins sur les cieux, ciel. Pourquoi? Parce que quand il dessine un ciel, il va avoir toujours cette tendance qu'on pourrait appeler maintenant une turbulence. Il a des ciels qui sont turbulents et qu'on a interprété fallacieusement, bien sûr, comme tourmentés. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes plutôt boulot, je parle d'arbre, bien sûr. J'ai déjà parlé du métro tout à l'heure. Et puis après, j'espère que vous finirez, vous savez. Si vous êtes plutôt boulot, vous trouvez quand même que le tronc d'un olivier, c'est très tortueux. Mais un olivier, c'est pas tortueux. C'est tordu. Il n'y a pas cet aspect psychologique qu'on veut bien mettre sur certaines peintures. Alors c'est assez drôle. Je pense que, surtout s'il y a des gens parmi vous qui connaissent un peu de psychologie, quand vous lisez les 3 tomes de la correspondance, il y a certaines études psychologiques qui vous paraissent très navrantes.
parce qu'il aurait peut-être suffi de lire simplement Vincent, vous voyez. Donc, comment vous dire? Ça me rappelle, vous vous rappelez cette publicité où on voyait quelqu'un qui donnait des explications sur un peintre, et quand il montrait cette peinture, il disait, voilà, nous on voyait, dans la publicité, on ne voyait que des peintures toutes noires. Là, il disait, voilà, c'est sa mère. Bon. Après, il disait, c'est son père. Et puis, vers la fin, donc une fois qu'on a vu au moins 5 tableaux totalement noirs, quasiment, où on a décrit toute la famille, tout le monde, on voit un tableau avec plein de couleurs, et là, il s'est acheté une Twingo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, ça serait peut-être intéressant de savoir s'il s'est acheté une Twingo, pour savoir pourquoi il y a eu un changement de coloris d'un seul tenant, plutôt que d'essayer de trouver une explication psychologique totalement folle, pour justifier l'injustifiable alors qu'il suffirait de lire. Alors le problème, c'est que Vincent était connu par sa peinture, assez peu par sa correspondance, parce que c'était justement une correspondance. La correspondance n'a pas été éditée au début, mais on a commencé tout de suite à faire un travail critique là-dessus. Alors c'est assez drôle, évidemment. Je vais vous donner plusieurs exemples pour vous rendre compte. Par exemple, on dit d'un tableau qui est très tourmenté, alors que quand on lit dans la correspondance, on sait qu'il a dessiné dans une plage où il y avait du vent. Et il explique à son frère qu'il n'a pas pu le dessiner correctement, surtout dans la partie en bas à droite, parce que ça soufflait, et il tenait mal. Donc là, maintenant, l'interprétation du psy, c'est que c'est un tableau qui est très tourmenté, c'est une époque très difficile de sa vie, et c'est pour ça que ça se voit complètement dans le choix du coloris et le maniement du pinceau. Bon. Quand vous les avez les deux en même temps, vous vous dites qu'il y en a un qui n'a pas fait son boulot. Ou alors, c'est qu'ils ont un boulot différent, ou alors c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est un olivier. Un autre tableau, à la plage, vous avez des incrustations de grains de sable. Donc là, vous pourriez vous dire, voilà, ça y est, c'est parti, Vincent Van Gogh fait de la peinture mixte. Technique mixte. Bon, vous lisez la correspondance, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est simple. Il soufflait, le sable est tombé dessus, ça lui faisait de la peine d'enlever le sable, donc il a considéré que c'était finalement plus authentique d'avoir un tableau avec du sable. J'essaie de vous donner ces exemples caractéristiques pour vous rendre compte comme c'est facile de critiquer et de dire n'importe quoi sur n'importe qui, surtout quand n'importe qui est Vincent, parce que soi-disant vous êtes cultivé par un autre domaine qui est totalement incompétent pour l'occurrence. Parce que quand même, si vous étiez un peu intelligent, faisons les intelligents. Imaginons que vous êtes en train de dessiner une marine. Vous mettiez où votre chevalet? Je ne sais pas, moi, au centre de Paris? Dans votre maison? Non, vous aurez tendance à voir quelque chose, il y a de l'eau. Bon, s'il y a de l'eau, ça vous surprend qu'il y a du sable. Et d'un seul coup, vous êtes complètement surpris en tant que psy, parce qu'il y a du sable incrusté sur le tableau. Un tableau à l'huile. Vous voyez, c'est attention, hein. C'est important la technique. Si c'était de l'encre de Chine, moi j'aurais été surpris qu'il y ait du grain de sable. Parce que pour coller du grain de sable sur de l'encre de Chine, il faut vraiment le faire à l'instant. Hein. Mais sur de l'huile, quand vous êtes des heures sur une plage, en train de dessiner une plage pour une marine, et vous découvrez qu'il y a du sable sur votre tableau, est-ce que c'est vraiment très impressionnant? Non. Non, mais simplement c'est une vision un peu simpliste toujours des choses. Alors Vincent a été énormément victime de ça. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas pu entendre sur Vincent? Par exemple, on disait que Vincent n'a vendu qu'un seul tableau. Ça fait longtemps ça. Mais il suffit de le lire. C'est faux. C'est faux. C'est ça, c'est faux. Mais quand on ne lit pas. Alors quel est le problème? Comment on aborde Vincent ici? Pour nous, Vincent dessine là et écrit là. Et pas il écrit là et il peint là. C'est ça le problème chez Vincent. C'est-à-dire que Vincent, ça fait plaisir sans doute à Baudelaire, il est plutôt de la tendance synesthésique. Hein. Donc il a eu cette tendance à confondre. Par ailleurs, on sait, au niveau de sa vue, qu'il avait une tendance à avoir un petit décalage par rapport au spectre habituel. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, nous aussi on l'a. Par exemple, si je vous dis turquoise, c'est vert ou c'est bleu? Ah,
Alors les femmes qui ont des bijoux savent déjà qu'on ne répond pas à ce genre de questions, simplement on se fait acheter. Mais pour les autres, il y en a qui pensent que c'est un peu vert, d'autres qui pensent que c'est un peu bleu, d'autres qui ne pensent même pas, parce qu'ils disent qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, en réalité, donc, quand vous avez un petit décalage dans le spectre de la vision, c'est ce que ça va vous donner, c'est une explication toute simple. Beaucoup de fois, le ciel chez Vincent, on a une tendance à trouver qu'il est un peu vert. En fait, je ne sais pas comment vous le dire de façon extrême, que ça vous marque, c'est comme si on voyait de la peinture d'un daltonien et on avait l'impression que chaque fois il s'amuse à inverser exprès parce qu'il a des problèmes psychologiques. Mais une fois que on apprend qu'il était daltonien le peintre, on trouve que c'est tout à fait normal qu'il peigne comme ça, puisqu'il voyait inverser sur le vert et le rouge, par exemple. Donc on a le même exemple pour Vincent. Donc on a ce décollage dans le coloris, on le voit aussi dans le jaune. Donc ça explique aussi son attrait pour le jaune, ce décalage. Le jaune est plus riche quand vous avez ce décalage. Donc on va avoir plusieurs différents jaunes, alors que nous, on aurait une tendance à le simplifier. Tout ça, c'est pour vous dire que si l'on regarde vraiment la correspondance de Vincent et des aspects totalement techniques, d'un seul coup, on se rend compte que certaines interprétations ne sont pas simplement des phénomènes, mais en réalité des épiphénomènes d'une réalité qui n'existe pas, qui est simplement une surinterprétation de la part du spectateur. Et là, c'est très dangereux. Donc, vous vous rappelez, le problème de la surinterprétation, ça a beaucoup été traité en littérature par des gens compétents comme Umberto Eco. Et il a écrit Lector in Fabula, mais il a aussi décrit en fait Struttura Aperta, c'est-à-dire l'ouverture de la structure, que l'œuvre est une structure, elle est ouverte, et après les gens peuvent interpréter, mais il dit attention, jusqu'à un certain point. Parce qu'attention, on a eu cette tendance aussi bien en littérature que, je vais vous donner un exemple en littérature, pour vous énerver. Par exemple, quelle est la dernière œuvre de Rimbaud? Ne vous répondez pas, c'est juste pour l'énervement intellectuel et personnel. Eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez une tendance à penser que la rupture se fait chez Rimbaud, c'est-à-dire qu'à un moment, il considère que... Enfin non, nous on considère qu'il s'est dénaturé, il n'écrit plus de poèmes, il passe en prose, d'où la saison en enfer. Alors d'un seul coup, on pourrait se dire, et d'ailleurs ça a été dit à l'époque, c'est soutenu, pour ceux qui sont spécialistes de littérature, qu'une saison en enfer, c'était sa dernière œuvre. Sa dernière œuvre, et c'était indiqué par des spécialistes. Alors qu'en fait, non, du tout. Il a continué à écrire, et ça correspond en fait à un changement de phase, c'est-à-dire que Rimbaud a considéré, et il a dit, et il a écrit, a considéré qu'il avait atteint les limites de la forme poétique sur la forme classique de la poésie, qu'il s'est senti obligé de passer à la prose, et ça va atteindre jusqu'aux illusions. Donc, on a énormément de textes. Quand vous allez prendre les œuvres complètes de Rimbaud, et vous regardez la partie totalement poétique et la partie prose, ben vous allez vous rendre compte que la seconde n'est pas du tout infinitésimale par rapport à la première. Or, la société, avant même qu'il meure, ça le comble, avant même qu'il meure, avait décidé que c'était un poète fini. C'est intéressant quand même ça. Les dates sont à peu près similaires. Que vous ayez Rimbaud et Van Gogh, c'est quasiment les mêmes dates. Que vous repériez au niveau de la littérature et de l'art. Alors Rimbaud lisait beaucoup, Van Gogh lisait aussi énormément, donc ça on le sait rarement, il lisait énormément, et on a des références, on sait ce qu'il lisait. Précisément. Par exemple, si je vous demandais dans la salle, à votre avis, il lisait quoi Rimbaud? Enfin, il lisait quoi Van Gogh? Par exemple, Rimbaud. Mais à part Rimbaud, pour les plus futés, pourtant, regardez comme le conférencier sournois. D'abord, il vous met dans un endroit qui
s'appelle un lieu de conférence, et il est censé parler tout seul, et puis d'un seul coup, il vous pose des questions. C'était pas prévu, ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le conférencier considère quand même que vous connaissez Vincent Van Gogh. Le problème, en fait, c'est qu'est-ce que vous connaissez de Vincent Van Gogh? C'est est-ce que, justement, ce que tout le monde connaît? On nous impose aussi, voilà. Par exemple, le titre de tableau, suivant les guides qui vous font visiter une exposition, on vous impose des titres qui n'ont pas été forcément donnés. Alors, on est influencé. Voilà. C'est un peu le but de la conférence. Voilà. Des fois, en fait, Vincent ne mettait pas de titre dans son tableau, et d'un seul coup, on a un expert d'un musée ou d'un guide qui nous dit le tableau s'appelle comme ça. Mais on ne sait pas pourquoi, en fait, il a décidé lui. Parce que lui, il a écrit qu'il n'a pas mis de nom. Et par exemple, on a beaucoup de tableaux, en particulier pour les fleurs ou pour les arbres, c'est arbre. Donc, voilà. Donc, avec notre accord, nous on dirait arbre 2, arbre 3. Voilà. Donc, et on n'ose pas dire ça, alors on dit, on ne va pas mettre arbre, il y a aussi un verger. Voilà. Donc, il a fait beaucoup de vergers, et pour vous donner une idée, donc comment Vincent, donc normalement je devrais faire lire ça à Daniel, mais bon, je dis que je serais méchant, mais juste un peu. Mais elle ferait ça très bien, elle est nettement mieux que moi. Mais c'est pour vous donner l'idée, alors je n'aurai pas l'accent hollandais, donc pour le vous voyez, c'est pas gênant, c'est grec. Et donc il dit, j'ai un nouveau verger, qui est aussi bien que les péchés roses. Évidemment, si vous êtes Théo, vous savez exactement de quoi il parle, mais nous, c'est déjà un peu plus dur. Alors, après, il rajoute des abricotiers d'un rose très pâle. Alors, vous allez me dire, bon, peut-être qu'il ne continue pas comme ça, il continue. Actuellement, je travaille à des pruniers d'un blanc jaune avec 1000 branches noires. J'ai énormément de toiles et de couleurs, mais j'espère ne pas perdre de l'argent tout de même. Ça, c'est de l'humour, évidemment, puisque l'argent, c'était l'argent de son frère. Puisque Vincent n'avait pas d'argent, donc il ne risquait pas d'en perdre. Mais, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que sur 4 toiles, faites attention aux mots, hein. Sur 4 toiles, il y en aura peut-être à peine une qui fasse tableau. Mais nous, vous inquiétez pas, les 4 toiles, c'est 4 tableaux, et c'est même avec des titres. Sans aucun problème, vous voyez. Donc, mais attention, il ne faut pas minimiser. Donc on a énormément de choses. Voilà, un autre exemple. J'ai juste ouvert la page 70. Tu comprends que la nature de ce pays méridional ne peut pas être précisément rendue avec, par exemple, la palette d'un mauve qui appartient au nord. Souvenez-vous qui dit ça, hein, qui appartient au nord et qui est 1 mètre et demeure 1 mètre dans le gris. C'est un Hollandais qui parle des gens du Nord. Donc, je ne sais pas si c'est de l'humour ch'ti, mais en tout cas, c'est assez surprenant. Donc il dit, la palette aujourd'hui est absolument colorée, bleu céleste, donc ça va faire plaisir à Jean Roland. Donc bleu céleste, orangé, rose, vermillon, jaune très vif, vert clair, le rouge clair du vin, violet. Alors si ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas la couleur, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que tout le monde ne peut pas dessiner le midi à la France. Et c'est quand même assez drôle quand c'est un Hollandais qui écrit. Et des fois, justement, la force de Vincent, ça va être en apprenant, parce qu'il le dit bien, en apprenant les couleurs dans le sud de la France, il va redessiner le nord. Et c'est vraiment un effort, c'est-à-dire que la peinture qu'il va faire à Auvers-sur-Oise, c'est caractéristique, d'accord? Ça va durer à peu près 83 jours. Il va faire énormément de peinture, mais il va faire en connaissant déjà le traitement du coloris du sud. C'est très important. Alors, quand vous êtes des gens du nord, et vous allez dans le sud et vous revenez dans le nord vous paraît différent. Alors, vous savez, on s'habitue à tout. Hein. Par exemple, si on est algérien, ou si on est pieds noirs, par exemple, on vient en France, on trouve que le mois d'août il fait mauvais.
puis finalement, au fil du temps, on finit par trouver que même en septembre, c'est pas mal, quoi. Et puis au mois d'octobre, il n'a pas beaucoup plu. Et puis finalement, il ne fait pas trop froid en mois de novembre. Et finalement, on finissait par faire toute l'année. Alors là, c'est pareil. Un exemple tout simple. Pourquoi Van Gogh vient en France? C'est bête, hein, comme question. J'adore les questions bêtes. Parce que souvent, ça a d'autres réponses. Parce qu'il fait froid en Hollande. Alors, vous allez me dire, quand même, ça c'est un peu... C'est l'argument principal. Et là, vous allez avoir une explication toute simple. C'est que vous allez voir que dans sa peinture en Hollande, on a souvent des intérieurs en hiver. Ça vous surprend? Alors qu'en hiver, dans le sud de la France, on a des paysages. Ça vous surprend? Alors là, il y aura certainement un psy qui va vous expliquer qu'en Hollande, il était plus enfermé, il y avait son père qui l'influençait, qui était religieux, donc forcément il ne pouvait pas s'exprimer. Mais d'un seul coup, comme il est hors de portée du père, il s'exprime. Bon, enfin, vous voyez que ça, c'est simplement le changement climatique. Et en fait, tout simplement, parce que ne croyez pas que c'est une sorte de génie qui a trouvé ça, c'est écrit là. C'est écrit. Il dit en fait qu'en Hollande, souvent, il a les doigts complètement glacés, il n'arrive même pas à tenir le pinceau. Et donc, ça le gêne. Et d'un seul coup, quand Gauguin va lui dire, si tu allais dans le sud de la France, il fait plus chaud et en plus il y a énormément de couleurs, hop, il part. Vous voyez, c'est des choses simples, de base, mais qui sont finalement, parce qu'on oublie ça, qui sont importantes, on oublie qu'un artiste est d'abord un technicien. Il a des contraintes matérielles. N'oubliez pas, maintenant, s'il y en a parmi vous qui peignent, nous, maintenant, on a des tubes, tout ça, c'est fonctionnel, tout est parfait. Mais à l'époque, souvent, on a des remarques chez Vincent où il dit « j'ai pas réussi à faire les couleurs que je voulais. Je tenais mes coupelles, mon chevalet était planté, je n'arrivais pas à tenir, je faisais pas bien mon tableau. » Alors nous, évidemment, après, parce que nous, on est des spécialistes, on va écrire esquisse. Non, lui, il voulait vraiment faire un tableau, mais il n'a pas réussi, alors il a dit, bon, c'est comme une esquisse. Et puis après, il va en refaire un. Un autre problème chez Vincent, c'est sa surdétermination de la vérité. Alors, je vais vous parler du tableau, du fameux tableau des mangeurs de pommes de terre. Vous vous en rappelez tous? Bon. Duquel? Oui. Exposé à... Il y en a 3. C'est ça, Voilà, c'est pour ça que je pose. Non, mais mes questions sont toujours sensées. Non, justement, parce que si vous le voyez, je vous l'aurais montré, je ne vous aurais pas posé la question. Et là, vous n'aurez pas dit, ah, ben finalement, il y en a 3. En fait, il y a 12 études. 12 études avec 3 tableaux qui sont considérés comme des tableaux finalisés. Donc là, vous avez déjà un problème, vous voyez, mais nous, on dit quand même, on ne dit pas les mangeurs de pommes de terre 1, 2, 3. Bon, on sait bien que le 3 est meilleur. C'est pas comme dans les films, en général, c'est le 1 qui est meilleur, et après on fait, vous voyez. Alors pourquoi? Ce qui est important, c'est comment c'est dessiné. Alors regardez la texture. D'abord, il y a une influence de Rembrandt, donc l'approche de la lumière, c'est-à-dire lumière intérieure vers l'extérieur, donc une approche intimiste. Une critique qu'il a subie, c'est que c'est pas possible que le personnage ne peut pas être comme ça, ils sont tous habillés. Vous vous rappelez qu'ils sont habillés? Les hommes ont des casquettes ou pas? Voilà. Et donc la remarque des critiques de l'époque, c'était, enfin bon, les ouvriers, les paysans, ils ne mangent pas leur chapeau. Non, les casquettes sont non, c'est pas pareil. La casquette, c'est carrément, c'est incrusté. Comme le béret. Il y a des choses, c'est une extension de la tête. Vous savez bien, vous avez pu faire des chassés-croisés avec des conducteurs au béret. Voilà. Donc, c'est différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? On l'a accusé en fait qu'il était trop habillé comme s'il était à l'extérieur alors qu'ils sont à l'intérieur. Vincent en fait surdétermine la vérité en disant que pour lui, l'ouvrier, le paysan, il est comme ça. Et donc il le replace dans un contexte où il est comme ça, mais où un paysan ne serait pas comme ça s'il était dans ce contexte-là.
quand ils vont boire du café ou qu'ils vont manger des pommes de terre ou qu'ils vont se servir d'une certaine façon, ça ne paraît pas réaliste. Alors, ce qui est très important pour nous quand on aime Vincent, c'est qu'on voit le monde de Vincent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le monde. On ne voit pas comment Vincent voit le monde. On voit le monde de Vincent. C'est très différent. Hein? Donc, l'avantage, c'est que on pourrait penser dans un premier temps que c'est faux, puisque c'est pas vrai, mais en réalité, Vincent n'essaie pas d'être réaliste par rapport à une réalité qu'il est en train de voir, parce que souvenez-vous bien, si vous vous rappelez que vous avez 3 versions de ce tableau et 12 études, ça s'étale sur plusieurs mois. Donc les gens, ils n'étaient pas devant lui en train de se servir de modèle. Alors c'est intéressant, c'est qu'il va prendre un de ces modèles, la dame, qu'on voit face, il va en faire un portrait. D'accord ? Donc là, on va voir une différente approche de ces contours par rapport au tableau principal. Le tableau principal, on peut considérer que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est assez important de comprendre que c'est un cheminement intellectuel intrinsèque. Ce n'est pas une influence de l'extérieur, c'est qu'il va finir par comprendre en fait ce monde à travers ses études de Millet. Alors, pour lui, c'est vraiment le premier artiste qui va s'intéresser aux paysans dans leur travail. Pas le paysan qu'on amène à la foire pour montrer que c'est un paysan. Non, le paysan en train de travailler sur place. Et là, Millet va nous faire découvrir en fait un monde réaliste, une patte à Millet, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va avoir ce genre d'image, comme on a par exemple l'Angélus, qui nous marque. C'est vraiment quelque chose de caractéristique. Donc il va être repeint aussi par Vincent, d'autres tableaux aussi, la sieste, etc. Mais l'idée, c'est que Millet dessinait ça de l'extérieur. C'était une première phase, si vous voulez. Vincent va apprendre comment Millet dessine ce genre de tableau, et finalement après, comme lui était très proche de ces gens-là, n'oubliez pas que Vincent était prêtre. Vous saviez ça. Donc, il était allé en fait chez les mineurs. Alors c'est assez surprenant, puisque il est allé chez les mineurs, l'Église le refusait de devenir prêtre. Il y est allé là-bas quand même en tant que prêtre, entre guillemets, à la façon de Vincent. L'Église, voyant toutes les souffrances qu'il endure et tous les sacrifices qu'il fait pour aller dans le sens de ces mineurs, qui ont vraiment des conditions de vie épouvantables, Germinal de Zola, c'est très simple par rapport à ce qu'a vécu Vincent. Finalement, l'Église va le nommer prêtre. C'est quand même surprenant, ça, non? Et attention, elle va lui donner un salaire. Je répète, pour ceux qui ont suivi, on ne veut pas qu'il soit prêtre. Il y va quand même en tant que prêtre. Comme il fait le boulot d'un prêtre, on finit par le nommer prêtre. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous en parle, Michel? C'est très simple. C'est que dès qu'il a commencé à les dessiner, l'Église a décidé qu'il n'était plus prêtre. Il fallait faire ce travail, mais on l'oublie. C'était simplement des âmes. Il ne fallait pas non plus en faire trop, c'est-à-dire que l'on se souvienne de ces âmes précisément. Il fallait simplement s'en occuper, de façon comme ça, anonyme. C'est assez intéressant, parce que c'est vraiment, il n'y a pas d'autre excuse. On sait exactement, c'est quand Vincent va commencer à les peindre, que l'Église va leur aider. Alors vous voyez, son point de vue, c'est l'homme. Donc il va s'intéresser à ces gens-là, parce qu'il ne veut pas qu'on les oublie, il va en prendre certains, on va le voir aussi dans sa correspondance, il cherche des modèles qu'il paye, hein. D'accord, qu'il paye, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas beaucoup de sous, et dans l'argent qu'il reçoit de son frère, il y a aussi le mode de paiement des modèles. Donc c'est vraiment une vie très difficile, mais c'est une vie cette fois de l'intérieur. Il a perdu énormément de poids pendant qu'il était prêtre avec les mineurs. Les patrons avaient pitié de lui, en le voyant vraiment dans quelle
à quel point il était démuni. Et c'est un peu, si vous voulez, le syndrome du bon samaritain. Il était prêt à donner tout pour eux. Alors, c'est assez surprenant. Évidemment, on a dit du mal de l'Église, on peut dire aussi du mal d'eux par rapport à Vincent. C'est que ces gens-là n'avaient pas lu Dostoïevski, ils ne connaissaient pas l'idiot. Et en fait, Vincent, c'était l'idiot. Oui, cet idiot qui s'intéresse tellement aux hommes qu'on finit par le suspecter. Et donc, tenez-vous bien, les mineurs de Charbon ont suspecté qu'il voulait certainement autre chose, parce que ce n'était pas normal que quelqu'un comme ça, objectivement et intellectuellement intact, s'intéresse à des gens comme eux. Ils trouvaient ça suspect. Et finalement, ils ont fini par le rejeter. Vous voyez ? C'était comme une sorte de, comment dire, d'abbé Pierre sans Emmaüs. Hors contexte. C'est-à-dire qu'on se dit pourquoi il est là. Et n'oubliez pas, c'est assez important, on peut le voir aussi avec Sœur Teresa, elle a eu les mêmes problèmes au départ, elle avait eu beaucoup de mal à se faire accepter en tant que non-indienne. Qu'est-ce qu'elle faisait là pour s'occuper de ces gens-là que les Indiens eux-mêmes considéraient que c'était vraiment le plus bas de la société, les parias, et il avait fallu qu'elle se justifie. Alors, il n'y a aucune justification, Vincent est proche de l'homme de façon naturelle, il ne s'intéresse qu'à l'humain, à l'humanité, et pas du tout à la société. La société, c'est simplement une mode qui est vouée à passer, lui, il voulait rester, et c'est assez intéressant parce que finalement, on le retrouve dans son œuvre. On trouve beaucoup d'œuvres d'artistes de cette époque qui sont, comment dire, marquées par leur époque et par leur société, alors que c'est beaucoup plus difficile chez Vincent. Alors on va le voir sur un exemple très concret. Chez Vincent, c'est très difficile de dater ses œuvres. Par contre, c'est très facile de savoir à quelle époque de l'année on est. C'est surprenant, hein? Il utilise un peu un processus polycyclique, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que, par exemple, quand ils vont dessiner tous les deux, Gauguin et Vincent, l'année des Aliscamps, en fait, si vous regardez le Gauguin, vous ne savez pas quand c'est qu'il l'a peint. Si vous regardez Vincent Van Gogh, vous savez que c'est l'automne, parce qu'il a fait faire tomber des feuilles jaunes. Et il en a mis tellement qu'on sait que c'est vraiment ça. Par contre, on ne sait pas exactement quelle année. C'est-à-dire que si on n'a pas d'autres éléments, et si on vous montre juste un tableau de Vincent, vous avez du mal à le dater temporellement. Alors que chez d'autres artistes qui travaillent beaucoup avec les effets de mode par rapport aux autres, vous allez vous dire, si vous y connaissez un peu, vous dites, ça c'est de cette époque. Ou comme vous faites un peu en littérature, quand vous voyez un texte écrit, s'il a une orthographe stable, entre guillemets, normative, ben, si la norme a changé, il écrit comme la norme. Donc on se dit, ça, c'est pas possible que ça soit de cette époque. Si évidemment il a une orthographe complètement anorthographe, ben, vous auriez du mal à le placer. Alors, c'est le même problème en fait avec Vincent. Vincent, il ne va pas à la peinture pour peindre, il va à la peinture pour dépeindre. C'est surprenant, justement, parce qu'il veut décrire quand il ne peut pas écrire. Parce qu'il ne peut pas écrire parce qu'il n'est pas lu. Bien sûr, il est regardé, mais sans être vu. Parce qu'on peut regarder, mais sans voir. C'est le problème de Vincent. En fait, on regarde des peintures. On a du mal à les voir. Pour les voir, il faut ça. Il faut se préparer intellectuellement pour voir, en tout cas, ce qu'il voulait montrer. Sinon, en fait, vous voyez ce que vous voulez. C'est très difficile dans l'art de ne pas voir ce qu'on veut. Moderne, encore pire. Mais là, la différence, c'est, vous voyez, c'est, par exemple, quand vous regardez un fusain de Vincent, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, je ne vous donne pas le fusain. Je vous dis simplement le fusain. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que c'est un produit final? C'est un produit intermédiaire? Ou une esquisse? Un croquis? Vous avez du mal. C'est normal. Parce que vous pourriez dire à peu près n'importe quoi. C'est pas une question en fait. C'est en fait toutes les possibilités sont valables. Chez d'autres artistes, non. Chez d'autres, on sait précisément
qu'un fusain, c'est rien. C'est simplement un travail préparatoire. On sait très bien ce que c'est une esquisse. Dans même le vocabulaire qu'il utilise dans sa correspondance, on a des fois du mal à comprendre de quoi il parle. Pourquoi? Parce qu'il dit souvent une étude, alors que nous, maintenant, on considère que c'est un tableau finalisé. Il dit en fait une esquisse, là encore, on considère que c'est simplement un intermédiaire. Et il utilise rarement le mot tableau. Et là, on sait comment il l'utilise, c'est très simple. C'est que Vincent, en fait, signe assez peu. Et c'est seulement quand il signe qu'on a la preuve qu'il considère lui-même que le tableau est fini. Alors là, vous allez vous surprendre vous-même. Si vous re-regardez après cette conférence des tableaux de Vincent, et vous regardez systématiquement si c'est signé ou pas, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont signés, ce n'est pas forcément ceux que vous connaissez bien. Et là, c'est déjà, en fait, normalement, un moment de honte qui doit passer sur vous. Pourquoi? Parce que vous dites, attention, ceux qui ont décidé l'artiste de retenir et de considérer que c'est un produit fini, moi, je m'en sens bien, pas bien. Par contre, là, on l'a pas signé, je trouve que c'est très beau. Vous voyez, on a déjà, en fait, cette tendance à ne pas accepter ce qu'il veut, lui. Et là, c'est vraiment très difficile de changer d'avis, de façon neutre. C'est pour ça que je vous dis, même si je vous surprends, je pense en fait, comme il est construit, Vincent, on ne peut pas regarder sa peinture sans sa correspondance. On peut la regarder, mais on ne peut pas la voir. Vous voyez, par exemple, je vous ai dit que je vous presserai un peu, mais je ne suis pas allé jusqu'à vous poser la question, est-ce que vous avez lu sa correspondance? Et vous vous dites, heureusement. Parce qu'on est assez peu, ça se verra. Alors, quel est le problème? C'est comment ne pas l'avouer qu'on est dans l'erreur. Puisqu'en fait, on sait que Vincent écrit de façon détaillée chaque étape de la construction d'un tableau. Et il dit, voilà, j'ai fait ça pour cette raison. Je pourrais vous prendre d'autres exemples, c'est pas très important. Mais vous vous rendrez bien compte que sur 300, sur 3 tomes qui ne parlent que de peinture, il faut bien qu'il parle de quelque chose. Or, Vincent ne fait que peindre. Alors de quoi voulez-vous qu'il parle? Eh bien, de sa façon de faire la peinture. Alors, quand vous avez accès, un accès aussi, attention, parce que là, normalement, je vais être plus sévère, pas pour les Reboués ou pour les Grecs, pour les Français au moins, c'est qu'en plus, il écrit en français. Parce que souvent, vous savez, ils sont spécialistes aussi d'italien, mais vous savez, on a toujours le problème des traducteurs, on se dit, ils ont tout maltraité, ils ont tout, on ne sait plus ce qu'il dit. Mais là, il a écrit, évidemment, les premières lettres sont en hollandais, mais les autres sont toutes en français. Donc on a un accès direct à ce que pense Vincent et sa façon de penser. Et c'est ça justement que le musée d'Amsterdam a voulu mettre en évidence en faisant cette grande exposition, qui est assez surprenant parce que faire une énorme exposition sur uniquement les archives et la correspondance de Vincent, là où il n'y a aucun dessin, si vous voulez, ou alors il y a quelques dessins qui sont à l'encre de Chine sur le texte lui-même, ben c'est bien de montrer qu'en réalité, il avait même un talent littéraire. Si je vous disais qu'il avait un talent littéraire, vous serez surpris quand même, non? Même Daniel. Peut-être même surtout Daniel. Parce que Daniel est quand même une spécialiste. Et, or, on ne voit pas vraiment d'écrits ou d'études là-dessus. On considère que c'est quelque chose de secondaire. Si je vous dis en fait que Vincent était polyglotte, bon, ça ne me surprend pas vraiment. Mais si je vous dis, par exemple, à ma marraine, qu'il a traduit la Bible en français et en hollandais, c'est plus juste. Hein, c'est plus juste un polyglotte, c'est un autre niveau. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on le voit en tant que peintre, alors quand on... Je pense qu'on le regarde en tant que peintre, qu'on ne le voit pas. Regarde, mais voilà. Quand on va voir une peinture, on ne s'interroge pas pour savoir... Justement, voilà, mais regardez la différence. La peinture nous plaît ou ne nous plaît pas. J'aime beaucoup que vous résistiez comme ça, je peux aller encore plus loin. Si vous voulez, en fait, quand vous allez voir une peinture, en gros, vous me dites, moi je vais voir un peintre. Et moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que justement, Vincent n'était pas peintre, ne considérait pas
sa propre personne comme un peintre. Et donc, quand on va le voir comme un peintre, c'est déjà le trahir. Bah oui, mais enfin. Vous inquiétez pas, la trahison c'est si simple, demandez aux hommes. Mais on trahit, on est attiré par une peinture, Voilà. on ne se pose pas toutes les questions, Et ça justement, peut nous intéresser par la suite. Voilà. Mais moi, un peintre qui ne me plaît pas, je ne vais pas me poser des tas de questions. Je dis, il me Vous avez raison, mais un peintre qui vous plaît, ah ben là, oui, j'approfondis. là vous approfondissez. Oui. D'accord. Donc ça passe en fait par l'aspect subjectif de plaire ou pas plaire. Oui, mais la peinture, c'est ça d'abord. Mais oui, mais ça s'apparaît en musique par exemple. La musique par exemple Wagner. Oui, mais je sais pas la musique. Vous n'êtes pas une musicienne, ce n'est pas grave, J'apprécie. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vont vous dire, par exemple comme Marie, vont vous dire, mais Wagner quand même c'est... Oui, d'accord, on dort pas. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? C'est déjà fait. Vous voulez en poser une autre? Voilà, mais ça va venir, je vais vous laisser. Je finis avec mon Wagner. Alors, mais en jouant de toutes ces couleurs, on en vient à créer le calme, l'harmonie. C'était la suite de la phrase pour Jean Renaud. Et il se produit quelque chose d'analogue à ce qui se passe pour la musique de Wagner. C'était pour Anne-Marie. Qui, même exécutée par un grand orchestre, n'en est pas moins. Quel est le mot que je veux dire? Intime. Ah, c'est dur, hein? Parce que pour Wagner, les hispanophones, Wagner intime, on a du mal. On dit il doit être au moins. Mais tenez-vous, n'oubliez pas qu'il est hollandais. Hein? Donc c'est un autre point de vue, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, vous voyez, si je vous avais dit ça, par exemple, pour Scarlatti, que Scarlatti est intime, vous auriez dit, bien sûr, je sais ça. Mais si je vous dis ça pour Wagner, ça vous énerve quand même, parce que vous imaginez, vous allez à Bayreuth, vous avez un truc énorme comme ça, et on vous dit c'est intime. C'est intime avec combien de personnes? Ça s'appelle une orgie, c'est plus intime ça. Alors, la question. Alors, la question, en fait, elle vous concerne aussi. Je voulais savoir, j'ai lu votre livre, Les 30 minutes du soleil. Donc, Oui. dans ce livre, il y a autant de textes que de dessins, De croquis, on va de dire. croquis. Voilà. Donc, la question que je vous pose, c'est, par exemple, vous, qu'est-ce qui va rester de votre postérité et comment vous définissez-vous comme un peintre, comme un écrivain? Et Van Gogh, lui, qu'est-ce qui est passé à travers le temps, en fait? C'est quand même seulement sa peinture, c'est pas Van Gogh écrivain. Moi, je suis prof de lettres, c'est vrai, j'ai jamais lu les correspondances de Van Gogh. C'est votre problème, c'est pas le mien. Oui, mais je veux dire, c'est parce que c'est pas une œuvre, c'est certainement très intéressant, mais c'est pas une œuvre majeure, par contre. D'accord, comment vous pouvez savoir que c'est pas une œuvre majeure si vous l'avez même pas lu? C'est exact, c'est une bonne remarque, mais en même temps, c'est pas ce qui est resté. Alors que j'ai lu. Alors vous dites que c'est une bonne remarque, mais vous la mettez quand même de côté. Non, je voudrais juste savoir ce que vous, par exemple, vous avez à la fois écrit et dessiné, Oui. c'est dans la même œuvre qui reste en tant qu'œuvre. Van Gogh, lui, il n'a pas écrit, il n'a pas mélangé l'écrit au dessin. Alors, ce que font beaucoup Bien sûr, il suffit de lire sa correspondance, et dans sa correspondance, il y a des choses énormément dessinées, avec même des couleurs, et quasiment, et il y a beaucoup de peintres qui font ça, ne croyez pas que ça soit oui, il y en a spécifique. beaucoup. Actuellement, il y a beaucoup de mélange d'écrit et de dessin actuellement, de peinture. Actuellement, il y a beaucoup de mélange, je suis d'accord avec vous. Donc, que ce soit de l'écrit et de la peinture, c'est encore un autre problème. Mais vous savez, mélange, ça ne veut pas dire amalgame. Et ça ne veut pas dire non plus alliage. Mais un alliage est un mélange. Simplement, le problème, c'est est-ce que c'est un bon mélange ou pas? Vous savez, la fonte, c'est bien, l'acier, c'est mieux. Pourtant, c'est les mêmes constituants. Ça dépend ce qu'on veut faire. C'est pour cuisiner, c'est bien. Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. Est-ce que le problème que vous posez n'est pas fallacieux dans quel sens? C'est dans votre main, vous préférez quel doigt? Vraiment choisi? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que si vous me disiez l'un, je vous couperais les 4 autres. Donc, ça ne vous intéresse pas. En fait, ce qui intéresse les gens comme Van Gogh, c'est la main. C'est le problème de l'observateur s'il est capable de voir qu'un doigt.
Or, le problème en fait de l'art en fait fonctionne énormément. On a beaucoup d'artistes qui sont aussi bien peintres et musiciens. Il y a beaucoup de mélange de ce genre-là. Bon, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils n'existent pas? Ça veut dire qu'il faudrait les enlever pour avoir une taxonomie plus simple? Non, ce que je voulais dire en fait, c'est en fait comment Van Gogh, lui, c'est lui-même donné, parce que certes, la correspondance va éclairer, va donner un nouveau relief à ces factures. Non, moi je vous reprends, parce que quand vous dites va éclairer, ça veut dire qu'elle est censée éclairer quelque chose. Or, la correspondance est lumineuse, elle n'éclaire pas. Ce qui est lumineux crée des ombres. Alors, le problème, c'est que quand vous n'avez pas accès à cette lumière et vous avez simplement une projection sur votre fameuse caverne, vous vous dites, vous avez déifié vos ombres, c'est-à-dire la peinture, et vous vous dites, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme un fameux Candide, et là vous vous dites, maintenant de quoi on parle? Par exemple, quand Voltaire écrit le Micro-Mégase, il préfère quand ils sont petits, quand ils sont grands ou quand ils sont moyens. Ou finalement, il préfère aucun des trois parce que finalement, il a fait un pastiche de Swift. C'est un pastiche, c'est tout. Est-ce que tout conte philosophique n'est pas un pastiche pour vous? C'est pas ce que j'ai voulu dire en fait. Je sais bien, c'est moi qui Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce qui compte en fait, c'est comme disait Popper, c'est pas qu'on soit d'accord au début, mais à la fin. Vous voyez, maintenant, on est tous les deux d'accord que c'est pas ce que vous voulez dire. C'est déjà bien. Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas de vous perturber, c'est simplement de vous accuser. C'est simple. Je vous dis simplement, comment voulez-vous faire des commentaires sur l'écrit et la peinture, puisque vous n'avez pas lu l'écrit? En fait, ce n'est pas ça la question. Je sais. Est-ce que justement la peinture de Van Gogh, elle ne peut pas être une forme même de dit, mais un dit différent? Je veux dire. Justement, c'est ça l'erreur qu'on fait souvent avec les peintres. On considère que le fait qu'ils s'expriment de façon picturale, c'est une façon de parler. Or, ils ont aussi écrit. Donc, c'est comme si vous preniez uniquement, au lieu de prendre vos 5 sens, d'accord? Comme on a aussi des femmes ici. Imaginez par exemple en cuisine, d'un seul coup, on vous enlève un des sens. Ah oui, non, vous vous trompez, c'est pas réducteur. Parce que les hommes qui cuisinent, je vais écrire avec son esprit. Vous allez voir, je suis bien fier que vous pensez. Les hommes qui cuisinent bien mieux que les femmes. Les hommes ne cuisinent pas. Mais si, regardez les chefs. Comptez, mesdames. Sur les chefs. Vous voulez que je vous montre combien de mains pour compter le nombre de femmes chefs? Parce qu'il faut beaucoup d'autres choses. Voilà, parce qu'il faut beaucoup d'autres choses. Vous avez absolument raison. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne sais pas d'avoir un point de vue sexy sur la cuisine, j'essaie simplement de mettre des catégories. En général, par exemple, les hommes cuisinent de façon extraordinaire. Attention, je suis au sens littéral. C'est-à-dire que c'est toujours une assemblée extraordinaire, le fait que des hommes s'occupent de la cuisine. Voilà. Alors que pour la femme, vu la société, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est très difficile pour la femme d'un seul coup de transcender ça et de cuisiner juste pour cuisiner. Alors que chez l'homme, qui ne cuisine jamais, c'est très facile de cuisiner juste pour cuisiner. Et là, justement, c'est ça la différence pour reprendre. C'est pas l'art pour l'art chez Vincent. Vincent n'est pas intéressé du tout par le dandisme, qui est très à la mode à l'époque. Lui, il veut juste dessiner. Mais dessiner pour faire quoi? Pour parler des humains, des hommes, qui trouvent qu'ils sont bien rares. Or, son point de vue, c'est vraiment, il va écrire, mais celui qui va l'écrire, qui va le lire, c'est son frère, qui correspond en fait à son alter ego. C'est très difficile, pour être encore plus extrême, de considérer Vincent sans Théo. Si vous voulez, pour faire des analogies, attention, hein. Enfin, maintenant vous êtes habitués, donc faites attention. Bien, l'analogie, ça serait Socrate-Platon. Alors, Socrate, si Platon n'avait pas écrit sur Socrate,
on ne saurait pas que Socrate existe. Mais si Socrate n'avait pas été là, Platon n'aurait même pas existé. Parce que vous voyez la différence, là on ne saurait pas qu'il avait existé, l'autre on n'aurait pas besoin de savoir, il n'aurait pas existé. Parce que Platon sans Socrate, ça n'a pas de sens. C'est pareil en fait, si vous voulez, avec le Christ et Saint Paul. Vous vous dites comment ça se fait ça? C'est pareil, hein? Essayez de vous rappeler, le Christ parle, Saint Paul écrit. Bon, s'il n'avait pas parlé, il aurait écrit quoi? Par contre, autre chose, plein de choses, mais qui ne concernait pas ça. Mais si personne n'avait écrit ce que disait le Christ, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas existé. Ça veut dire qu'on n'aurait aucune trace. Alors c'est intéressant votre question sur la postérité. Vincent n'écrivait pas pour l'avenir. Il avait déjà du mal avec le présent. Il essayait en fait de continuer le passé. Vincent était un présent, un don au passé, pour les gens, à l'avenir. Mais Vincent fait partie justement de ces hommes qui savent que créer signifie en réalité qu'on lit des gens qui sont morts, des livres, et que l'on crée pour des gens qui ne sont pas nés. Mais il n'a pas accès à ce futur, il n'a pas accès à une postérité immédiate. C'est seulement vers la fin de sa vie que les gens vont commencer à s'intéresser. Est-ce que vous savez que justement les fameux tableaux de Vincent étaient en train de s'empiler chez Théo? Chez Théo? Est-ce que vous savez justement que quand il va partir et qu'il va s'énerver et que ça va être vers la fin de sa vie, ça va être justement parce qu'il est allé chez Théo et qu'il a vu que tous les tableaux sont amoncelés sans aucun effort pour être exhibés, pour être montrés. Ça va beaucoup le blesser. Et la différence entre ça et sa mort, c'est 83 jours. Parce qu'il va peut-être se rendre compte, comme vous dites si bien, que finalement, ce qu'il écrit, il n'y a que Théo qui le sait, ce qu'il peint, il n'y a que Théo qui en garde une trace, et finalement, rien ne se fait. Parce que vous savez, il avait voulu faire un collège d'artistes où les gens pourraient échanger leurs œuvres au lieu de passer par l'aspect social de les vendre et de les revendre. Bon, ça a échoué, parce qu'il avait pris ça comme modèle Gauguin, c'était rien à voir. Orthogonal. Un mot Verlaine. Orthogonal. Bon. Alors, pour moi, le problème, c'est quoi? C'est que quand on dessine, quand on veut dessiner, ou quand on veut comprendre comment on dessine, c'est des choses qui sont totalement différentes, mais justement, à travers l'apprentissage de Vincent, on peut apprendre. C'est-à-dire que la différence, si vous voulez, Léonard de Vinci est né peintre. Vincent Van Gogh, il devient peintre. Et il ne finit pas de devenir peintre, exactement, peintre, comme on devient nous, hommes. Le Christ est né homme. Nous, on devient homme. Ces approches, en fait, de passage à la limite d'identité, c'est vraiment très différent comme aspect. C'est-à-dire que quelqu'un comme Picasso, il est né peintre. À un âge très petit, il pouvait faire des choses qui sont inaccessibles à d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cet aspect, cet itinéraire, qui est un peu initiatique et qui est décrit dans cette correspondance, c'est ce qui nous permet de voir comment un homme qui aimait les hommes et qui voulait faire des choses pour les hommes a fini par utiliser la peinture parce qu'on le rejetait dans tous les autres domaines. Il voulait à un moment être éditeur. On l'a rejeté. Il voulait être vendeur. On l'a rejeté. Il voulait être prêtre. On l'a rejeté. Question subversive. Si Vincent était resté prêtre, est-ce que vous ne seriez pas en train de me dire que là, normalement, je devrais faire une conférence sur la religion et que grâce à cette conférence-là, on saurait mieux l'avantage qu'a fait Vincent dans son œuvre théologique? C'est pas vraiment le point de vue.
Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le caractère central de Vincent, c'est l'homme. La peinture, c'est par erreur. Et c'est pour ça que on a cet affrontement avec cette dame, c'est que quand elle regarde la peinture, c'est un point de vue qui est tout à fait vrai pour les gens qui sont peintres, enfin qui voulaient devenir peintres dès le début. Tu te rappelles, Robert, quand tu parlais de ton ami qui voulait peindre dès le début. Ça, c'est des gens, effectivement, quand vous allez voir leur peinture, ça les exprime, parce que, en fait, c'est vraiment l'objectif final, leur finalité, en d'autres termes, je dirais plutôt en termes plus philosophiques, en réalité, leur téléologie et leur propre ontologie. Or, la téléologie de Vincent, ce n'est pas d'être peintre, c'est d'être homme. Donc, quand vous l'analysez simplement à travers sa peinture, vous ne regardez qu'une face d'un prisme et vous n'arrivez pas à vous rendre compte que son noyau, c'est autre chose. C'est exactement comme quand vous examinez un polyglotte dans une seule langue. C'est une erreur cruciale. Et vous allez vous rendre compte, ça c'est très simple, parlez avec des gens, on a des gens qui sont linguistiques, quand vous parlez à un étranger, mais dans votre langue, c'est rare que vous ayez l'impression qu'il soit intelligent. Vous avez souvent l'impression qu'il est un peu bête. Il a utilisé un mot que personne n'utilise, comme ça, enfin bon. Oui, après, par exemple, quand vous êtes professionnel dans les langues, vous dites, ah oui, il fait cette erreur parce que dans sa langue, je sais qu'il fait cette erreur. Alors là, vous commencez à faire un isomorphisme cognitif. C'est-à-dire que vous vous dites, peut-être qu'il s'exprime mal dans ma langue, mais en fait, c'est des erreurs qui proviennent de la sienne. Donc si moi je connais la sienne, je comprends. Mais quand vous parlez, par exemple, si je vous parle de Sidis, Sidis parlait couramment, sans langue, couramment. Et il servait d'interprète-traducteur, Julie, pour 25. Julie, elle est interprète-traducteur renommée en italien, et tu es spécialiste de combien de langues reconnues? Voilà, donc du français, et là je suis en train de te dire, Julie, toi qui as une grande expérience, que je suis en train de te parler de quelqu'un qui était reconnu dans 25 langues. C'est très simple pour Julie, si elle avait votre point de vue. Ce type n'existe pas. Parce que tous les gens qu'elle connaît, ils savent 2 ou 3, allez 4, mais alors reconnus par une cour d'appel. C'est génial pour le cours d'appel. Voilà, c'était génial, il n'y aurait qu'un seul. Voilà. Mais bon, il y avait, tu sais, il y avait des langues de type aussi sanskrit, enfin bon, des choses pour la cour d'appel un peu différentes. Bon, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que, évidemment, si vous classez Vincent dans les peintres, et vous avez une approche de Vincent en tant que peintre, vous aurez des problèmes conceptuels de simplement, de ce qu'on aurait maintenant au niveau de la langue, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est hyper polyglotte. Alors qu'en fait, on devrait regarder quel est le noyau cognitif de cette personne et comment il a réussi à faire des extensions et à faire autant de parallèles. Ça devient un homme de parole, comme dirait Gégé. Mais justement, là, en fait, c'est pas un homme de parole, c'est simplement, en fait, un homme de l'écrit. C'est écrit, je persiste, Vincent peint à travers son écriture et il écrit à travers sa peinture. Tant que vous n'aurez pas accepté qu'il utilise ces deux principes moteurs pour atteindre un seul but, l'homme, vous ne serez pas capable de voir Vincent, vous serez capable de regarder Van Gogh. Oui, mais c'est déjà pas mal. De regarder Van Gogh, c'est déjà pas mal. Mais, vous savez, c'est le problème de l'accusation dans une cour. C'est déjà pas mal de ne pas condamner un innocent. Mais si en plus il faut condamner les coupables... Mais s'il faut se poser des questions, toutes ces questions au sujet de chaque peintre... Non. Ah bah, pas de chaque parce peintre. que c'est un cas particulier. Voilà. C'est tout. Voilà. Mais une fois qu'on le sait, on se documente si nous intéresse. Voilà, mais l'important c'est à quel moment vous changez d'avis sur un peintre générique et un cas particulier. À partir du moment où il nous intéresse vraiment. Voilà. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont caractéristiques ou pas. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est difficile, en fait,
de considérer que la rareté définit une structure. On considère que c'est la masse. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez un cube. Un cube, il a 8 sommets. Jusqu'à là, tout va bien, tout le monde connaît ça. Je comprends. Alors là, vous comptez en fait après les arêtes. Bon, les arêtes, c'est simplement ce qui relie les sommets. Donc vous en avez 4 en haut, 4 en bas, et 4 comme ça. Donc vous en avez 12. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le remplir, ce cube, avec plein de points dedans. Une infinité de points. C'est la masse. C'est le cube. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais considérer que j'enlève un point de la masse. Aucune perturbation. Aucune perturbation. J'enlève toute la masse. C'est quand même un cube. J'enlève même les arêtes. C'est quand même un cube. Je fais à l'envers. J'enlève un point des sommets. C'est plus un cube. Le problème de Vincent, c'est pas d'être comme ça, c'est pas simplement d'être au peintre. C'est essayer d'imaginer ce que serait l'impressionnisme, le post-impressionnisme et le début du fauvisme qui ne va démarrer qu'après la mort, sans Vincent. Attention, parce que je sais que vous allez dire, mais il y a beaucoup de peintres qu'on pourrait enlever dans l'histoire de la peinture sans avoir aucun problème. Parce qu'en fait, ils étaient tellement compatibles avec les autres qu'il suffirait de conserver les autres. Oui, mais ils sont Parce qu'on en a, ne vous inquiétez pas, on en a même maintenant. Prenez en fait, je parlais avec mon ami à propos des natures mortes. Les natures mortes, ça se vend très bien. Ça se vend très bien de façon diachronique. Mais vous savez, il y a des spécialistes de nature